Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Qu'une femme décide d'avoir des enfants ou non, que sa grossesse soit désirée ou non, qu'elle décide de poursuivre cette grossesse ou de l'interrompre, elle reçoit beaucoup d'injonctions en tous sens et subit souvent une pression sociale très forte. Tu ne veux pas d'enfant, mais pourquoi tu vas le regretter? Tu as avorté, et pourquoi tu ne t'es pas protégée? Tu veux accoucher sans péridurale, mais quelle idée! Et si on garantissait enfin l'autonomie de décision des femmes, si on arrêtait aussi de les infantiliser en matière de droits sexuels et reproductifs? On va en discuter aujourd'hui avec nos deux invités. Alors déjà, bonjour à toutes les deux. Tout d'abord, donc Florence Guyot, vous êtes présidente de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, un collectif qui regroupe donc des usagères, des professionnels de la santé, des associations, des féministes et qui rappelle le droit des femmes à choisir les circonstances de leur accouchement. Et à côté de vous, enfin face à vous plutôt, Bettina Zurli, vous êtes journaliste, autrice. Vous avez écrit un livre en 2019 sur votre non-désir d'enfant, Child Free, je ne veux pas d'enfant. Et vous avez ensuite créé le compte Instagram Je ne veux pas d'enfant, un compte suivi aujourd'hui par plus de 45 000 personnes. Alors, dans votre livre, Bettina, vous donnez les raisons qui vous poussent, vous et des milliers d'autres personnes en Belgique, en France et à travers le monde, donc des raisons qui vous poussent à ne pas vouloir d'enfants. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, il faut toujours se justifier de pourquoi on ne veut pas d'enfants ? Oui, c'est vrai que c'est souvent la première remarque, la première question qui arrive sur le tapis quand on dit cette phrase « je ne veux pas d'enfant », qui pourtant ne mérite pas de justification particulière. C'est vrai que voilà, il y a souvent de la part des personnes, des interlocuteurs et interlocutrices, quelque chose de l'anormal et en tout cas qui questionne beaucoup encore en 2023, oui, tout à fait. C'est encore vraiment un vrai tabou, vous le sentez dans vos interactions avec les gens, avec les médecins aussi, ça reste un vrai tabou? Oui, alors au-delà du tabou, je dirais que c'est surtout lié à l'incompréhension que je peux entendre en fait dans le sens où ça fait plus de 3000 ans que les femmes et les personnes qui ont en utérus, on est assignées à la procréation, c'est quelque chose qu'on a érigé en naturalité, qu'on a essentialisé, donc voilà, je pense que quand on entend une personne qui est assignée au genre féminin comme moi, qui dit « je ne veux pas d'enfant », il y a beaucoup de personnes qui juste ne comprennent pas parce que c'est encore un discours qui est marginal, donc ça paraît assez logique, mais par contre, c'est vrai que ça s'accompagne souvent de discours assez culpabilisants de la part de professionnels de santé, dans le cadre d'un choix de contraception, qu'elle soit temporaire ou définitive. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose de « on va forcément changer d'avis », surtout quand on est une femme, il y a l'idée qu'on serait égoïste aussi, qu'on ne serait pas dans le sacrifice et le don de soi, c'est quand même quelque chose de très attendu des femmes encore en 2023, j'ai l'impression. Oui, et ce qui est paradoxal, c'est aussi les réactions, par exemple, si un homme dit, voilà, moi je ne veux pas d'enfant, ça va plutôt être, on craint pour sa descendance, comment ça tu vas laisser, tu n'auras pas de descendance. Pour la femme, c'est encore différent. Oui, il y a vraiment une différence très genrée là-dessus, encore une fois, qui est logique dans la division sexuelle qu'on a érigée depuis plus de 2000 ans dans notre société, quoi. Donc il y a vraiment cette idée que pour les femmes, c'est pour penser à son plaisir personnel, donc on serait vraiment des sorcières, en fait, quasiment, dans les représentations même de la culture populaire, la sorcière, il y a quand même un rapport souvent particulier aux enfants, dans les dessins animés et autres. Et pour les hommes, c'est plutôt le nom de famille, la descendance, donc quelque chose d'assez patriarcal finalement dans l'idée du chef de famille qui assoit sa virilité et sa masculinité avec une descendance et du coup une famille dont il est le pourvoyeur financier, parfois. Et pourtant, beaucoup d'enquêtes montrent qu'il y a quand même une augmentation aujourd'hui parmi les jeunes, surtout de gens qui disent on ne veut pas d'enfants là dans le monde dans lequel on vit. Alors c'est vrai que c'est souvent lié à des questions d'écologie, mais c'est pas les seules raisons que les personnes avancent. Oui, c'est vrai. Alors moi je suis assez, je pense qu'il faut prendre des pincettes avec les chiffres dans le sens où je suis convaincue que les personnes child free, donc sans enfants par choix, on a toujours existé. C'est juste qu'on n'avait pas forcément les mêmes espaces et que les réseaux sociaux ont leur mauvais côté et aussi leur très bon côté qui est de pouvoir amener une diversification des voix, des témoignages et sur les réseaux d'ailleurs les comptes sur Instagram, TikTok, etc. dédiés aux témoignages explosent depuis 5 ans, à peu près 5-6 ans. Oui, la parole est vraiment libérée sur ce genre de thème. Voilà, et je pense que du coup il y a quand même, il y a toujours eu des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Après il y a aussi des ancrages particuliers qui font que voilà, on est dans peut-être pour les générations un peu plus jeunes, une difficulté à se projeter à cause d'une certaine précarité financière. La précarité étudiante est une grosse réalité. L'éco-anxiété aussi, à savoir
le fait qu'on va quand même faire face à une crise climatique majeure et qu'on commence à en voir les conséquences en Occident peut jouer aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que si demain on réglait tous ces problèmes-là, que ce soit écologiques, sociaux, économiques, la plupart des personnes qui disent ne pas vouloir d'enfants continueraient à ne pas en vouloir parce que la première raison, c'est un ressenti viscéral interne de ne pas vouloir procréer, en fait, tout simplement. Alors là, depuis quelque temps, vous êtes allé plus loin, j'ai envie de dire, dans votre démarche, puisque vous êtes dans ce qu'on appelle le parcours de soins pour avoir une contraception définitive. C'est quelque chose que vous avez envisagé dès le départ, vous, le fait de vous ligaturer les trompes, en l'occurrence? Pas du tout. C'est vrai que moi, la première fois que je suis allée voir un gynécologue, j'avais 13 ans, donc ça fait quand même longtemps, je vais avoir 32 ans cette année. Et on ne m'a jamais parlé en fait, de contraception définitive. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent mis sur le tapis dans le cadre de l'éducation sexuelle, on va dire. Moi, j'en ai entendu parler il y a 5-6 ans et je m'étais toujours dit que, voilà, un moment, ça se présenterait, j'aurais envie en fait, d'avoir cette autonomie, en fait, de me dire, je ne peux plus tomber enceinte parce que quand on ne veut pas d'enfant, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Aucune contraception est fiable à 100% et c'est vrai que le risque est toujours présent. Donc voilà, je m'étais toujours dit ça et c'est vrai que ça a fait un peu son petit bonhomme de chemin jusqu'à découvrir le parcours de soins qui existe en Belgique là-dessus et pouvoir du coup faire plusieurs rendez-vous jusqu'à la prochaine opération qui a lieu dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Alors, je vous propose d'écouter une interview qu'on a réalisée la semaine passée. C'était un colloque qui abordait justement cette question de l'autonomie de décision des femmes pour qu'elles aient envie ou non d'enfants, que ce soit des grossesses désirées ou non. On a interviewé Yannick Manigar. Il nous parle justement de ce parcours de soins qui a été mis en place à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. On va dire que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Ces patientes arrivaient chez nous après avoir essuyé plusieurs refus de stérilisation. Donc, on parle donc souvent de patientes jeunes, de 25 ans, de moyenne d'âge, qui n'ont jamais eu d'enfants. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on est un petit peu... En fait, ce qui est dur quand on est soignant, c'est toujours de travailler seul dans son coin, parce qu'on aime partager les idées, partager la responsabilité, partager la décision, pour être sûr, en fait, de ne pas se tromper. Et c'est important d'avoir le support et la collaboration de ses collègues, qu'ils soient justement médecins, infirmiers ou gynécologues. Et donc, on s'est mis ensemble et on a réfléchi en se disant, ben voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire quelque chose qui nous met, nous, à l'aise, en fait. Parce que, comme j'explique aux patientes lorsqu'elles viennent nous voir, le parcours de soins qu'on va leur imposer, en fait, il est plus pour nous que pour elles, probablement. Il est pour nous mettre, nous, à l'aise avec l'acte qu'on va réaliser sur elles. Donc, les patientes, elles veulent nous voir persuadées qu'elles ne désirent plus d'enfants et qu'elles n'en voudront jamais. Et ce qui est surprenant chez elles, c'est que c'est quelque chose qu'elles savent depuis toujours. Je veux dire, c'est exprimé dans les mêmes termes que le désir d'enfant, c'est « je n'ai jamais voulu d'enfant ». C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, c'est des consultations très intéressantes. Et comme j'ai dit, je trouve qu'elles sont très courageuses d'oser, dans la société dans laquelle nous vivons, faire cette démarche. Voilà, c'est très touchant comme consultation. Alors, Bettina, j'ai envie de vous faire réagir à cette interview parce que, alors c'est vrai que vous avez recueilli plusieurs témoignages de femmes qui ont essuyé des refus de gynécologues. Et donc, on voit ici que dans l'interview, à la fois ce parcours a été mis en place à Saint-Pierre et depuis que ça a été mis en place il y a environ 4 ans, il y a une centaine de femmes qui ont reçu cette contraception définitive. Mais on voit que les médecins ne sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Oui, c'est intéressant le vocabulaire qui est employé. Alors déjà, je tiens à dire quand même que c'est une très bonne chose et une chance qu'on soit dans un pays où on a accès à ce genre de parcours. Et je comprends l'intérêt d'établir un protocole précis parce qu'en fait, il y a encore énormément de médecins qui, comme le dit le docteur, qui ne sont pas à l'aise avec cette idée-là de toucher à un corps dit fertile. Alors que peut-être que je ne suis déjà pas fertile. En fait, on n'en sait rien tant qu'on n'est pas dans un protocole de maternité, par exemple. Mais avec cette idée de
de toucher à quelque chose d'assez sacralisé, en fait, encore une fois, depuis des millénaires. Et je pense que, voilà, encore une fois, ce parcours, c'est vraiment très bien qu'il existe. Je pense qu'il peut être peut-être amélioré, en tout cas qu'il a peut-être vocation à évoluer, dans le sens où il faut, comme encore une fois l'a dit le médecin, là, il répond à des besoins, des préoccupations médicales qui font que la médecine, ça fait des siècles qu'elle fait autorité sur les corps, en particulier féminins. On a quand même une surmédicalisation des corps dits féminins en comparaison aux hommes, par exemple, et qui pêche concernant l'autonomie du coup de notre pouvoir de décision et notre corps. Et peut-être qu'on pourrait envisager que les personnes concernées directement, par exemple quelqu'un comme moi ou des petits groupes de personnes qui ne veulent pas ou plus d'enfants, puissent avoir accès à des discussions avec les médecins du parcours de soins pour faire en sorte qu'ils soient encore plus autonomisants et qu'on évite du coup d'avoir des préoccupations de médecins qui ont peur qu'on regrette, parce que le regret après une ligature en fait est très faible. C'est toujours la question qui arrive, oui, mais tu vas regretter. Oui, déjà en fait on peut très bien vivre avec le regret, je pense que c'est quand même important de le dire, c'est que dans la vie toutes les décisions définitives on peut les regretter, enfant, pas enfant, et on peut très bien vivre avec le regret, c'est pas grave. Mais il y a vraiment cette idée que c'est ancré dans notre chair de femme, je mets des guillemets à femme, en tout cas toutes les personnes qui ont un utérus, que on ne pourrait pas vivre sans enfant, sans être épanouie. Moi c'est quelque chose que j'entends tu seras jamais une vraie femme, tu seras jamais heureuse, tu connaîtras jamais le vrai amour. Enfin c'est quand même, ça en dit long sur notre capacité à envisager l'émancipation et l'épanouissement dit féminin. Alors, Florence Guillot, j'ai envie de vous faire réagir. Je rappelle, vous êtes présidente de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. Alors, vous accompagnez des femmes qui sont enceintes et pour qu'elles aient toutes les informations pour pouvoir vraiment choisir leur type de suivi, leur type d'accouchement. Mais est-ce qu'il y a des choses dans le témoignage de Bettina Zurli qui résonnent un peu? Par exemple, tout l'aspect médicalisé, ça résonne en vous, le fait qu'on médicalise beaucoup le corps des femmes? Oui, énormément. Si on réfléchit de base, le processus de la grossesse et de l'accouchement, c'est un processus physiologique. Comme les règles, comme le cycle menstruel ou la ménopause, c'est quelque chose qui est, je dirais, conçu dans la mécanique du corps féminin, féminin, femme ou porteur d'utérus, mais c'est quelque chose où c'est sûr qu'il faut pouvoir utiliser les avancées médicales là où elles sont utiles, mais il ne faut pas les utiliser à outrance ou les utiliser pour normaliser et standardiser un processus qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le parallèle avec l'enseignement, on demande de s'adapter à tous les types de 10, aux enfants qui sont haut potentiel, mais par contre, s'adapter au corps des femmes, à leur diversité, c'est très compliqué. Donc on veut normaliser, on veut standardiser, et il y a beaucoup d'injonctions et d'interventions qui sont liées à cette volonté-là de contrôle, mine de rien. Alors, on disait aussi qu'il y avait un côté parfois infantilisant voilà, est-ce que vous êtes sûre, est-ce que vous n'allez pas regretter, et ça, c'est pour ce que Bettina Zurli ou d'autres femmes qui voudraient, par exemple, avoir une contraception définitive, c'est les questions qu'elles peuvent recevoir. Est-ce que cette infantilisation, elle arrive aussi pour des femmes qui sont dans un parcours de grossesse? Est-ce qu'il y a aussi cette infantilisation? Je pense que dans la prise en charge générale, globalement, il y a un peu des concepts sous-jacents. Alors, ce n'est pas nommé comme ça, mais c'est comme si la femme ne savait jamais ce qu'elle veut, désir ou non d'enfant. C'est comme si elle ne pouvait pas poser des choix par elle-même, être en capacité de prendre les informations qu'on lui donne et de dire pour mon corps, pour moi, pour ce qui m'appartient, je prends la décision et vous me laissez libre de ce choix-là. Et pourtant, c'est assis dans des lois, pas spécifiques aux femmes, mais le droit du patient est très clair. Pour tout acte médical, il faut recueillir un consentement libre et éclairé. Pour qu'il soit libre et éclairé, il faut que la femme, que le patient reçoive des informations qui soient loyales, c'est-à-dire complètes dans l'information. Aujourd'hui, on observe bien qu'on n'y est pas. Dans les informations qu'on devrait recevoir, on doit avoir l'objectif de l'acte, le degré d'urgence, ses impacts négatifs. S'il y a des alternatives, si on réfléchit tous et toutes à nos parcours de soins, c'est assez rare qu'on rencontre ce genre d'informations.
Nous, on a mené une enquête auprès de plus de 4200 femmes sur leur vécu durant leur grossesse et leur accouchement. Sur toutes ces femmes, on arrive à peu près 50% de consentement qui est demandé. Donc, c'est juste poser la question de est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous êtes d'accord ou non? On n'est même pas sur la qualité de l'information qu'elles ont reçue par ailleurs, mais donc, on va dire que dans 50% des cas, en fait, la médecine se pratique sur le corps des femmes sans leur consentement. Et donc, oui, les similitudes, elles sont là à tout niveau. Oui. Mais on va continuer à en parler du consentement, mais aussi de l'information. Mais je propose qu'on diffuse une campagne que vous avez réalisée pour montrer justement les différents types d'accouchements. On la regarde tout de suite. Bon, on va commencer? Qui est-ce qui se lance? Franchement, moi j'ai adoré le faire dans l'eau, c'était dingue. Et moi j'aimais bien prendre mon temps, changer de position. Et si j'avais envie, de me mettre à quatre pattes. Moi, ce que j'aime, c'est d'être dans la lumière, une douce lumière tamisée. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien pouvoir boire ou manger en même temps. Ah ouais. Et bien alors moi, au fait, pour ma première fois, j'aimerais être chez moi, au calme, avec une musique douce et toute seule. Ah ouais? Toute seule? Ouais. Ah ouais, non, ça, on me laisse tomber. Impossible, pas moyen. Non, moi, il faudra plusieurs, tous ensemble. Et ça, c'est top. Ouais. Moi, quand on me demande mon consentement, je me sens super puissante. Et toi, ton accouchement, tu le veux comment? J'accouche, je m'informe, je choisis. Un message de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. Oui, l'information, c'est quoi? C'est vraiment essentiel et c'est ce qui manque aujourd'hui principalement. Oui. Mais alors, on informe où? Alors, nous, on a plusieurs revendications, mais vraiment sur la question de l'information. On voudrait que ce soit systématique, que ce soit complet, notamment sur le déroulement physiologique d'un accouchement. Comme on a le déroulement d'un cycle menstruel, voilà, c'est un peu dommage de se dire... potentiellement, je ne connais pas bien ces chiffres-là, mais 80% des femmes souhaiteront peut-être une grossesse dans leur vie. Et en fait, elles ne savent pas comment ça se passe. Comment ça marche, quoi. Mais l'idée aussi de combattre les stéréotypes qu'on nous sert à chaque fois sur un plateau de la femme, les deux pieds dans les étriers, qui perd ses moyens, qui hurle, le partenaire ou la partenaire qui peut être tétanisée de stress et qui ne sait pas où se mettre, et l'équipe médicale qui est là et qui, elle sait. Ces stéréotypes-là, en fait, ils sont dommageables pour tout le monde. Ça ne met pas la femme dans une position d'actrice de la naissance, dans une position de choix, de pouvoir dire ça je veux bien, ça j'ai pas envie. Et c'est ça, notre campagne, c'est de dire, en fait, il n'y a pas un accouchement... Une manière d'accoucher. Une manière d'accoucher. Il y a aussi des femmes qui sont très heureuses de pouvoir bénéficier de toute la médecine et de l'utiliser comme elles le souhaitent aussi. Et ça, on le revendique aussi. Il n'y a pas un accouchement idéal. Il y a plusieurs types de femmes, il y a plusieurs types d'accouchements. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de replacer le choix chez la personne qui doit le vivre. Bettina Zurli, c'est vrai qu'en matière aussi quand on parle de droits sexuels et reproductifs, donc qu'on veuille ou non des enfants, c'est vrai qu'on parle souvent de ce manque d'information, voire de cette mésinformation. Par exemple, pour des femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça arrive que des médecins leur disent oui, mais c'est interdit, c'est interdit avant un certain âge en tout cas. Oui, moi j'ai reçu, du coup, via le compte que j'anime, en fait, je reçois des centaines de témoignages sur... donc là, c'était en France parce que du coup, il y a une législation un petit peu différente, c'est inscrit dans la loi que pour toute personne majeure, il y a possibilité d'accéder à la contraception définitive et des médecins qui disent non, c'est interdit si vous n'avez pas au moins 35 ans et au moins 2 enfants. Donc c'est du mensonge. Peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être que c'est honnête et qu'ils pensent vraiment, mais
un rapide coup d'œil sur Internet nous permet de vérifier cette information. Donc moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Vous posez la question de ok, comment on fait concrètement. Moi je pense qu'il faut inclure notamment, moi je suis diplômée en études de genre et je ne comprends pas qu'en fait les études de genre ne soient pas accessibles à tous les parcours d'études et en particulier en médecine. C'est-à-dire que pour être un bon médecin, gynéco ou autre, je pense qu'il y a besoin que ces personnes-là comprennent l'ancrage misogyne et patriarcal qui existe depuis plus de 2000 ans sur les corps dits féminins. C'est-à-dire que je pense qu'ils seraient des meilleurs médecins à se rendre compte que on a dans notre inconscient, hein, encore une fois, on peut tous être sexistes à un moment donné, mais je pense qu'on y gagnerait à comprendre ça en fait et à se dire ok, mon agissement et ma pensée n'est pas naturelle, elle est culturelle et elle est ancrée dans une société qui infantilise, qui considère que les femmes sont des hystériques, parce qu'encore une fois, il y a quand même, je veux dire, on a quand même un parcours au niveau psychanalytique, qui est horrible pour les femmes. On pense qu'on est des névrosés, qu'on ne s'est pas décider pour nous-mêmes. Donc là, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire. Moi, j'adorerais donner des cours ou en tout cas en proposer en médecine sur le genre et sur l'ancrage misogyne de notre société occidentale, quoi. Oui, et puis après, il y a tous les cours, par exemple, d'Evras, donc d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle et reproductive, où effectivement ça pourrait être le lieu pour aborder ces questions-là. Alors je vous propose de retourner une dernière fois au colloque qui a été organisé la semaine passée sur cette question de l'autonomie de décision des femmes en ce qui concerne les grossesses, les maternités, et où on a parlé des grossesses désirées, aussi des grossesses non désirées, parce que ce manque d'information, il est problématique aussi pour les femmes qui veulent avoir un avortement. Et on verra aussi que les médecins prennent quand même les choses en main et réfléchissent à ces questions. On les écoute. La question de l'information. Si je reprends sur l'IVG, on sait que ce n'est que depuis 2018 que l'interdiction sur l'information avortement a été levée par la loi de 2018. Jusque-là, on ne pouvait pas faire de campagne nationale sur l'avortement. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est assez choquant dans un pays comme le nôtre. Et puis, l'information des femmes enceintes, on sait bien aussi que c'est pas au moment où elles sont enceintes qu'on va leur dire qu'il y a des risques à la grossesse et que il y a des femmes qui sont en soins intensifs, etc. Et il y a des problèmes physiologiques ou même psychologiques qui peuvent survenir, notamment dans le postpartum. Donc, on dit pas ça à une femme qui est enceinte et qui veut un enfant, mais on aurait dû lui dire avant. C'est-à-dire, on aurait dû, dans les parcours d'Evras, divulguer l'information. On a vraiment développé au sein du service une clinique multidisciplinaire qui intègre les aspects endocrino, chirurgicaux, une clinique de la douleur avec comment gérer la douleur, des alternatives comme la pratique du shiatsu, la possibilité d'avoir un soutien psy, des consultations sexo, et puis un counseling par rapport à la fertilité future. Donc, au sein d'une même clinique qui travaille ensemble pour une seule patiente. Donc je veux dire, c'est tous ces regards, ces éclairages différents qui permettent aussi à la patiente d'avoir l'information probablement la plus complète possible pour le problème qu'elle rencontre et de pouvoir donc prendre vraiment de façon la plus éclairée possible les choix thérapeutiques, les décisions qui lui conviennent le mieux. Bien sûr, la problématique est très très forte à Bruxelles, où on a 70% de femmes qui ne sont pas nées en Belgique ou qui n'ont pas connaissance de la langue ou qui viennent d'une autre culture. Donc, vous imaginez le challenge pour les praticiens de devoir faire comprendre à ces femmes ce dont il s'agit pour qu'elles puissent donner leur avis, mais il faut du temps pour ça. Et ce temps n'est absolument pas valorisé financièrement, on valorise à l'acte. Quand les étudiants sont en stage, lors de reprise de cas au lit du patient, c'est vraiment des thématiques qu'on aborde systématiquement. Mais donc voilà, il faudra aussi leur donner plus de place, accorder plus d'importance au savoir-être à côté du savoir-faire. Florence Guillot, j'ai envie de vous faire réagir sur cette dernière phrase. Accorder plus de temps au savoir-être plutôt qu'au savoir-faire. Valoriser aussi ce temps d'information. C'est important que les médecins se rendent compte qu'il n'y a pas que la compétence technique qui est importante, mais qu'il y a tout l'aspect humain finalement. C'est essentiel en fait. Nous on a une revendication ou une proposition, je ne sais pas très bien comment on peut le dire, mais de créer un code dynamique qui permette de financer la question du consentement libre éclairé. C'est-à-dire que ça permettrait de dire ok, alors je passe du temps à informer que
il y a potentiellement un risque de césarienne pendant l'accouchement. Et donc, comment se passe la césarienne? Quelles sont les alternatives, comment est-ce qu'on peut l'aménager au niveau protocole et ainsi de suite. Tout ça, ça nécessite du temps, c'est sûr. Moi, je pense valoriser ce temps, hein. C'est vrai que c'était une des recommandations de ce colloque. Tout à fait. Moi, je pense aussi qu'on parlait tout à l'heure de la mésinformation. J'ai quand même entendu ici beaucoup de préoccupation et une certaine posture de dire on doit rester absolument présent et dans le contrôle du risque. J'aimerais quand même rappeler que 70% des grossesses sont à bas risque en Belgique, ne nécessitent pas une intervention médicale et que pour prévenir un risque potentiel, on va en prendre d'autres qui ont des répercussions, c'est-à-dire qu'on va intervenir et ces interventions, elles ont des répercussions et elles ont des impacts autant sur la santé de la femme que celle du bébé. On parlait du déclenchement à ce colloque. Mais voilà, il y a 30% de déclenchement en Belgique. Ce déclenchement, s'il n'est pas pratiqué pour des raisons médicales avec une indication, donc la question du poids du bébé, c'est un non-sens. Les études scientifiques ont montré que ce n'était pas une indication pour un déclenchement. C'est souvent ce qui est revendiqué par les soignants pour induire un déclenchement. Est-ce qu'on dit à la femme, si vous êtes déclenché, vous risquez de souffrir plus? La douleur va être plus importante. Ah, on augmente le risque d'hémorragie du postpartum. Pour une femme pour qui son col n'est pas mûr, on multiplie par 2 le risque d'une césarienne. Et il y a des conséquences sur le développement cognitif du bébé, notamment pour celles qui sont déclenchées à 40 semaines, il y a un impact sur tout ce qui va être 10. Oui, est-ce que tout ça est annoncé? Est-ce qu'on est dans l'information? Par ailleurs, une autre grande mésinformation, les études le prouvent aujourd'hui, et des études solides sur des milliers de naissances, les femmes ont entre guillemets plus de risques d'intervention médicale à l'hôpital qu'en accouchant à domicile. Elles prennent plus de risques pour leur santé en accouchant à l'hôpital que si elles accouchaient à domicile. Évidemment, quand ce sont des grossesses qui ne sont pas à risque. Donc, il faut rester dans les proportions. Ouais. Donc, pour un accouchement à bas risque, les études sont avérées. Donc, alors, on arrive à la fin de l'émission, mais peut-être juste une dernière intervention, Bettina Zurli, sur ce que disait ici cette médecin, c'est que voilà, vous avez quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on est plus entendu et que l'autonomie de décision des femmes, elle est quand même un peu... Allez, il y a une évolution quand même. Oui, moi j'aime bien être optimiste, donc effectivement j'ai l'impression qu'il y a en fait que peut-être il y a des choses de chaque côté, en fait des extrêmes très conservateurs qui ont un regain quand même très puissant en Europe, et je pense qu'il faudra rester vigilant et vigilante de longues années encore, mais qu'il y a quand même des choses qui avancent dans le bon sens. Et pour terminer, moi je voudrais aussi dire juste que ce qui me paraît le plus important, c'est deux éléments: dénaturaliser le désir d'enfant, que en fait l'instinct maternel ça n'existe pas, que c'est une invention qui est purement avec des enjeux politiques, économiques, et arrêter de considérer que les femmes ne sont pas capables de décider pour elles-mêmes, quoi. Mais je crois que c'est une bonne conclusion, effectivement. Les femmes sont capables de décider pour elles-mêmes, et arrêtons de les infantiliser. Et c'est valable que ce soit pour des grossesses désirées, non désirées, pour l'IVG aussi. Il y a un gros rapport qui est sorti aussi la semaine passée, où toute une série d'experts ont estimé qu'il fallait laisser plus que jamais la liberté de choix aux femmes. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir suivis, et une belle journée à tous.